a décidé d'enchaîner la question des femmes incarcérées sur la question des personnes trans incarcérées. Donc on pourra poser des questions après avec plaisir, comme ça on lit un peu les deux sujets. Donc voilà, moi je m'appelle Aurore, je suis chercheuse doctorante à la KU Leuven et en fait je mène une recherche sur les expériences, les réalités et les besoins des personnes LGBTQ+. Mais aujourd'hui, on va se concentrer en effet sur la prise en charge et les réalités vécues par les personnes trans incarcérées. Alors voilà, je crois que le public ici est assez sensibilisé, je ne vais pas commencer à zéro, mais quand on va parler de personnes trans, je crois que c'est important quand même de souligner que c'est un terme parapluie qui va comprendre les identités binaires, hommes et femmes trans, mais aussi plein d'identités non binaires ou de personnes qui ne se trouvent pas dans la dichotomie habituelle homme-femme. On va voir que dans la recherche, il y a surtout en fait des femmes trans qui vont être mises en avant parce que c'est une population qu'on rencontre plus souvent. Néanmoins, beaucoup des expériences que je vais détailler sont aussi d'application aux personnes non binaires, agents fluides, intersexués, etc. Donc, ici, dans attention par rapport à ça. Alors, moi, ça j'ai évoqué ce matin, en effet, mais les personnes transgenres, eh bien, dans la population générale, qu'est-ce qu'on en sait? On sait que strictement, quand on utilise le terme transgenre, 0,6% environ peut s'identifier à ce terme. Quand on ouvre sous le parapluie trans ou l'identité de genre, c'est juste 3 à 4% de la population. Ça veut même dire que 95,6% environ de la population générale sont cisgenres. Maintenant, qu'en est-il en prison? On a vu les statistiques pour les femmes en prison. Eh bien, pour les personnes trans, on n'en sait rien du tout. Parce qu'en effet, voilà, l'identité de genre, tout comme l'orientation sexuelle d'ailleurs, n'est pas enregistrée. Bon, je ne vais pas faire un plaidoyer non plus pour l'enregistrer systématiquement, pour ne pas forcer un outing nouveau au niveau de l'accueil. Je ne crois pas que c'est le rôle de la recherche non plus d'en fait sortir des personnes qui veulent garder ça pour elles. Mais le fait que forcément ce pourcentage n'est pas connu, eh bien, ça pose beaucoup de questions sur la prise en charge, le fait d'établir une politique pénitentiaire informée, etc. Maintenant, ce qui ressort de mes recherches concrètement, c'est qu'en fait, on en a déjà parlé, les prisons sont des instituts qui sont très hétéronormés. Hétéronormés dans le sens où on va partir du principe très simplement que, il n'y a que des hommes et des femmes cisgenres et que c'est une séparation tout à fait binaire. Donc bien sûr, ça ne tient pas en compte du tout de la diversité de genre sur quel niveau que ce soit. Mais l'hétéronormativité va aussi comprendre le principe et le schéma de pensée que ces hommes et ces femmes, ils vont avoir des relations quasiment ou uniquement hétérosexuelles l'une avec l'autre. Donc directement, en fait, la question des couples homosexuels, bisexuels ou d'autres orientations sexuelles n'est pas pensée non plus en prison. On va voir systématiquement dans l'organisation. On en a parlé, la séparation binaire homme-femme. C'est une ségrégation qui souvent est basée sur l'effet de panique de genre. En effet, quand j'arrive en prison et que je commence à aborder le sujet, souvent ça rend les personnes mal à l'aise. La dichotomie qu'on connaît très bien homme-femme est d'un coup remise en question. Et j'en remarque chez les agents, chez les membres de la direction, ce schéma de pensée habituel est remis en question et ça crée un certain malaise. Mais donc, en effet, ça veut dire que les personnes trans, non-binaires, intersexuées et autres minorités d'identité de genre ne sont pas prises en compte du tout et souvent vont avoir le sentiment, en fait, qu'elles se retrouvent pas au bon endroit, dans une section qui, en fait, ne convient pas à leurs besoins et où ils sont rappelés en permanence à cette organisation binaire dans la société. Alors, comment est-ce qu'on commence à étudier les personnes transgenres en prison? Bien, je ne vais pas m'attarder très longuement sur la méthodologie, mais je crois que c'est important de dire un petit mot là-dessus quand même. Donc, le sujet a en fait pas encore été étudié en Belgique, puisqu'il y a une première étude de Davo Maras qui a fait ça pour son mémoire. Mais dans mon cas, j'ai en fait dû faire un défrichage complet, donc j'ai commencé d'abord à faire une enquête auprès du personnel pénitentiaire, pour un peu avoir une idée de leur ressenti, leurs expériences, leurs attitudes par rapport à ça. Et pour l'instant, je suis en train de conduire des interviews avec du personnel pénitentiaire, mais aussi avec des personnes détenues. Jusqu'à présent, j'ai rencontré 5 personnes trans, une 6e la semaine prochaine. Et le recrutement, encore une fois, dans un souci éthique, j'ai essayé de mettre en place un système de correspondance. Vous pouvez m'écrire par la poste, donc non par les agents pénitentiaires, ou bien par boule de neige. Il y avait des intervenants qui étaient au courant de ma recherche, qui pouvaient me rediriger et où j'essayais de façon la plus discrète possible d'atteindre ces personnes pour organiser un interview. Mais donc, recherche en cours, important, ce que je vais vous présenter sont des résultats donc préliminaires. Les publications sont en cours et j'espère encore pouvoir collecter des données dans les années à venir. Donc, très concrètement, cette organisation, qu'est-ce que ça va faire en fait pour les expériences des personnes trans qui vont arriver en prison? Je vais détailler en fait certains points, certains aspects clés qui sortent en fait de mes recherches par thèse. Donc première question, on en a déjà parlé ce matin,
une personne trans arrive devant le juge d'instruction ou doit être placée par l'administration pénitentiaire, où va-t-on placer cette personne, hein? Et surtout, quels critères va-t-on utiliser? On n'a que le choix entre des sections hommes ou des sections femmes. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que jusqu'à 2017, c'était surtout les documents d'identité qui allaient jouer. On en a encore parlé ce matin. En effet, souvent, on relayait sur le sexe enregistré sur les documents d'identité. Maintenant, de plus en plus, il y a de l'attention sur l'identité de genre, mais la sécurité reste quand même un critère qui est très souvent pris en compte aussi. Donc, le principe, on l'a entendu dans la présentation de Tom, ça va en fait être de mettre en avant l'identité de genre des personnes. Donc, on va essayer de les incarcérer d'après l'identité de genre. C'est la directive du SPF Justice et aussi le service placement, la direction de la DGD qui est en charge de ça, qui nous a relayé ça. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on va remarquer? En effet, c'est que ce principe n'est pas toujours suivi et que très souvent, il va s'agir d'une décision individualisée. Hein, on va prendre en compte parfois encore les documents d'identité, parfois encore la biologie et la physiologie de la personne, et parfois aussi le maintien de l'ordre et la sécurité. Au final, les directions d'établissement ont tout intérêt à ce que ça se passe bien pour les autres personnes détenues, pour la personne trans, mais très souvent, ils vont prendre encore des mesures de sécurité en compte dans leur choix de oui ou non incarcérer quelqu'un en fonction de son identité de genre. Et puis, comme Olivia l'avait abordé lors de sa question, ce qu'on vient de dire ici, c'est pour les personnes condamnées, qui ont déjà reçu leur peine. Quand une personne est prévenue, elle passe d'abord devant le juge d'instruction, et c'est le juge d'instruction qui va décider de l'établissement où cette personne va être incarcérée. Bon, déjà, avant, en effet, on avait la prison de Berkendahl qui était uniquement pour les femmes. Maintenant, on n'a que des établissements où il y a majoritairement des hommes et une section femmes. Et donc, nous avons mené une petite enquête, Olivier et moi, auprès du juge d'instruction pour demander, tiens, dans ces cas-là, quels critères est-ce que vous prenez en compte? Et qu'est-ce qu'il en sort? Eh bien, l'identité de genre, c'est un critère, mais un critère parmi d'autres. Voilà. On remarque très fort qu'auprès des juges d'instruction, il y avait des grandes différences au niveau de leur sensibilisation, de leurs idées, en fait, de la mesure dans laquelle elles prenaient l'identité de genre en compte, dans leur décision d'attribuer quelqu'un à une section ou à une section femme. Une autre stratégie, parfois, c'était aussi d'attribuer justement une personne dans un établissement où il y avait tant bien section que section femme, et de laisser à la direction de l'établissement en fait la décision de là, on va la mettre dans le quartier ou le quartier femme. Bref, le placement, il y a le principe, mais en pratique, c'est pas si simple et ça peut différer de personne en personne. Bien, une personne arrive en prison, forcément, elle va être attribuée à une certaine cellule. Hein, on l'a entendu, la pratique générale est en fait de laisser les personnes transgenres d'abord en solo, donc dans une cellule seule. Maintenant, il se peut qu'après un petit temps, ou par manque de place, que la personne soit placée en duo avec des compagnons de cellule qui sont plus ou moins tolérants par rapport à la transidentité, plus ou moins sensibilisés, plus ou moins supportifs, on va dire, et qui peuvent, oui ou non, leur compliquer la vie. Mais il y a aussi plusieurs espaces en prison qui peuvent compliquer l'activité du quotidien des personnes transgenres, dont les douches, qui sont un point important. Dans la plupart des prisons, les douches ne sont pas dans les cellules mêmes, et donc en fait, c'est un moment où les détenus vont être sortis, parfois sont des douches collectives aussi. Il y a le préau, et puis d'autres activités en groupe, telles que formation, sport, travail et autres. Et donc, en effet, les personnes trans vont souvent, dans un premier temps, être isolées, mettre en cellule solo, et toutes les activités non surveillées vont se passer seules. Voilà. Donc cet isolement, ça peut être très mal vécu par les personnes trans, surtout si ça perdure. C'est pas parce que quelqu'un a une identité de genre qui appartient à une minorité que cette personne n'a pas de besoins sociaux. Après un petit temps, ça peut être très très dur pour des personnes. J'ai déjà rencontré des personnes trans qui me disaient à un moment donné, cette isolation, j'en avais marre, j'ai demandé un duo avec quelqu'un parce que j'en pouvais plus d'être seule 23 heures sur 24 dans une maison d'arrêt. Bien sûr, ces espaces partagés, c'est un moment où la sécurité ou la possibilité de micro-agression ou d'agression envers les personnes peut arriver. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que tant bien la direction, d'une façon infrastructurelle, va isoler parfois cette personne, et si ça se passe bien, va les réintégrer ou va les mettre en duo et faire participer aux activités. Mais les personnes trans peuvent aussi parfois avoir une stratégie, un mécanisme d'auto-sécurité, en fait, vont s'auto-isoler parfois, ce qui bien sûr ne va pas en bien pour leurs besoins sociaux. Alors ces microagressions, parlons-en, on sait que les personnes transgenres, ça c'est quelque chose qui sort de la littérature, toutes les petites notes en fait en diagonale sont de la littérature internationale, donc je vais pouvoir mettre à ma disposition toutes les joints également. Et donc on va voir que les personnes trans sont de toute façon dans la littérature plus vulnérables pour plein de formes de discrimination et de violence. La discrimination, quelle forme est-ce que ça peut prendre? Eh bien, le fait d'être exclu, tant bien par du personnel pénitentiaire, mais aussi par d'autres cours d'activité, ou par exemple aussi la pratique de l'isolation protective.
On en a parlé, c'est une isolation qui peut se passer dans leur cellule, dans leur cellule qui est normale. Mais dans certains cas, les seules cellules solo qui sont disponibles dans une prison sont les cellules de punition. Donc, surtout dans une situation assez compliquée où la personne est placée dans une cellule de punition qui ressemble à celle-ci pour en fait les protéger, alors que la personne n'a commis aucune infraction disciplinaire. C'est quand même quelque chose qui, d'un point de vue éthique, est assez compliqué. Ça n'arrive pas systématiquement, mais ça arrive quand même. Et puis, dans tout ce qui est dans le cadre de la violence, eh bien, nous voyons dans la littérature que les personnes trans sont vulnérables à l'état de violence, harcèlement, violence verbale, physique et sexuelle. Et cela, on en a déjà parlé ce matin aussi, peut entre autres être expliqué par la culture qui est bien documentée en fait d'hypermasculinité, de masculinité toxique qu'on retrouve dans les établissements surtout masculins, ce qui peut entraîner à avoir des attitudes transphobes, des attitudes homophobes également, et à passer à certaines actions qui sont du même ordre. Maintenant, je dois dire qu'en Belgique, dans ma recherche, j'ai un peu moins d'indications des violences physiques et sexuelles, ça revient moins. Ce qui revient le plus, c'est en fait les microagressions. Les microagressions telles que le mégenrage et le morinommage. Donc typiquement, pour le mégenrage, quelqu'un qui s'identifie comme femme, eh bien, s'il est encore marqué sur les documents que cette personne est homme, on va systématiquement l'appeler il, lui, etc. Et quand c'est systématique, forcément, en fait, ça nie l'identité de genre de la personne. Et quand ça se passe au quotidien, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd à gérer. Le morinommage, pareil, c'est le fait d'utiliser l'ancien nom de la personne, qui est peut-être encore sur leur carte d'identité, mais c'est surtout, c'est sur les documents de justice, c'est auprès du juge, c'est par le personnel pénitentiaire, c'est quand on veut réserver une visite, c'est quand on veut remplir sa fiche de cantine, etc. Donc on est constamment confronté au non-respect de son identité de genre et du nom choisi. Alors, c'est un peu décalé, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce qui ressort de l'enquête que j'ai faite auprès du personnel pénitentiaire. C'était une question qui concernait en fait le climat en prison, décrit par les personnes qui travaillaient en prison, autant bien du personnel surveillant que des intervenants externes. C'était un questionnement en fait sur les attitudes qu'ils décrivaient dans la prison qui travaillaient envers les personnes LGBT d'une partie et les personnes trans de notre côté. Et donc ce qu'on va voir, c'est que toutes les attitudes à gauche sont des attitudes plus négatives, on parle de haine, homophobie, transphobie. Les attitudes à droite sont plus positives, acceptance, tolérance, neutralité. Donc vous voyez que la courbe était un peu déformée vers la gauche. Voilà. Donc mine de rien, des 251 personnes que j'ai questionnées, 18% expriment que dans la prison ils travaillent qu'il y a de la haine envers les personnes transgenres. 32,3% expriment qu'il y a de l'homophobie dans la prison ils travaillent. Et 45 et 44,6% disent que régulièrement il y a des remarques qui sont faites à l'égard des personnes transgenres ou des blagues, pas nécessairement pour blesser, pas nécessairement avec mauvaise intention, mais des blagues même qui sont faites régulièrement à l'égard des personnes transgenres. Je crois que ça donne une assez bonne idée du climat dans lequel les personnes trans se retrouvent. Par contre, on doit avoir des attitudes plus positives, la neutralité, l'acceptance étant dans des pourcentages beaucoup plus bas, souvent en dessous de 10%. Alors, autre aspect, on en a déjà parlé aussi, la binarité. Donc le fait qu'on organise séparément la détention pour les hommes que pour les femmes, mais ça veut dire aussi que l'accès à certains objets, on a parlé des bandeaux compressifs, mais ça peut aussi être du maquillage, des perruques et autres, et bien cet accès est limité dû aux cantines. Donc les cantines, c'est pas seulement pour la nourriture, sont en fait des catalogues, des objets, si vous voulez, que les détenus reçoivent, qui peuvent commander, ça peut être la nourriture, ça peut être du divertissement, mais c'est souvent aussi des objets de soins, des shampoings, etc., vous nommez. Mais ces catalogues de cantines sont aussi séparés pour les quartiers hommes que pour les quartiers femmes. Maintenant, à Arnhem, j'ai cru croire que c'est le même pour tout le monde, mais c'est à vérifier. Mais dans toutes les prisons où j'ai fait mes études, en tout cas, c'était tout à fait séparé. Ce qui veut dire que, par exemple, un homme ne va pas avoir accès à la cantine des femmes où il y a du maquillage, du shampoing spécifique, etc. Et donc, ce qui ressort des études qu'on connaît, c'est qu'il y a un accès très limité à toute forme d'expression de genre, en fait, que les personnes pourraient avoir besoin. Tels que, on en a parlé, maquillage, perruque, vêtements genrés aussi parfois, parce que même si on peut porter ses propres vêtements, mais typiquement dans le règlement, les robes, par exemple, ne sont pas autorisées au quartier homme. Et donc, il y a certaines personnes trans qui ont développé des stratégies telles que commander des t-shirts XXL pour porter ça la nuit, par exemple, dans leur cellule. Mais dès qu'ils vont sortir de leur cellule, eh bien, ça va être problématisé, on va attendre le pantalon, on va attendre une certaine tenue également qui correspond au stéréotype de genre de la section dans laquelle la personne a été affectée. Pareil, on a parlé aussi le manque d'accès aux procédures par rapport au changement de sexe, l'enregistrement sur la carte d'identité et au changement de nom.
Je n'ai encore rencontré aucune personne qui avait eu accès à cette procédure en tout cas. Donc c'est quelque chose qui est très problématique en prison. On sait que d'un point de vue de l'état civil, eh bien, on peut se marier en prison et il y a quelqu'un d'état civil qui vient à ce moment-là. Mais pour ce genre de procédure, ce n'est à ma connaissance encore jamais arrivé et c'est vraiment quelque chose qui pourtant pourrait être mis en place, certainement un point à travailler. Et puis par rapport aux soins, eh bien, les soins médicaux spécialisés, ce qu'on va voir, c'est que si une personne trans est déjà accompagnée auparavant, eh bien, ce trajet va souvent tout à fait être stoppé. La seule chose souvent qui continue, c'est que si une personne avait déjà commencé un traitement hormonal avant sa détention, eh bien, dans l'objectif des continuités des soins, ça va être continué en principe en détention. Je dis en principe parce que souvent quand quelqu'un arrive en prison et n'a pas ses hormones avec soi, eh bien, les premiers jours avant que la personne ait vu par un médecin, il n'y aura pas forcément encore accès aux hormones. Et puis parfois, on en a parlé aussi, les hormones peuvent être oui ou non données par plein de circonstances diverses. Par contre, on peut s'imaginer pour les personnes qui ont une longue peine, eh bien commencer un parcours de transition en détention quel qu'il soit, en fait jusqu'à présent ça n'a pas été possible. Pareil pour les procédures chirurgicales, ça c'est quelque chose qu'on sait qui ne s'est pas encore passé en prison jusqu'à présent. Aussi souvent l'argument du budget mis en avant, de dire mais pourquoi c'est déjà de payer pour ceci et pourquoi profiter du temps de détention pour faire de l'intervention, vous n'avez qu'à attendre jusqu'au moment où vous êtes sorti de prison. Un argument qui revient souvent. Et puis la question des fouilles, très compliquée bien sûr, très délicat, mais je crois que ça va encore revenir entre autres dans la vie du sujet bien. Je vois M. Chausson qui est déjà en train de faire des grands signes. Mais la fouille déjà c'est quelque chose de très délicat pour tout le monde. Il faut s'imaginer pour chaque détenu, vous imaginez à l'aéroport déjà être fouillé sur les vêtements, c'est pas très sympathique, mais les fouilles à nu c'est quelque chose qui peut être extrêmement dégradant, voire inhumain, si c'est pas fait de façon qui respecte la dignité des personnes. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'avec les personnes transgenres, eh bien, cela peut être accompagné d'une certaine attitude négative ou d'une certaine curiosité envers les personnes trans. Et la littérature montre très clairement que eh bien, les personnes trans sont victimes, en plus d'une fouille à nu, de blagues, de moqueries, de mégenrage, on va nouveau utiliser des pronoms qui ne correspondent pas à l'identité de genre de la personne, de remarques dénigrantes par rapport à leur physique, par rapport à leur identité de genre, etc. On va aussi voir par exemple que la fouille est effectuée par plus de personnel ou qu'il y a du personnel qui regarde de l'extérieur. Donc ça sont des circonstances qui sont vraiment bien sûr pas idéales pour respecter la dignité de la personne. Pourtant les fouilles ce sont des procédures qui vont arriver à chaque moment de la détention. Voilà, à l'entrée comme procédure de sécurité, donc c'est quelque chose qui est souvent vu comme étant inévitable pour garantir la sécurité dans l'établissement, mais donc c'est d'autant plus important si c'est vu comme essentiel que ça se passe de façon en respectant la dignité de la personne. Et la question se pose, eh bien, le personnel qui va effectuer la fouille, de quel sexe, de quel genre, de quelle identité de genre est-ce que ce personnel va être? Eh bien, la règle de la loi dit en fait que c'est un personnel du même sexe. Ça, c'est la règle. Donc, encore une fois, on est relié au sexe biologique de la personne, on ne parle pas d'identité de genre. Le petit oiseau, en fait, c'était une petite flèche qui partait des deux côtés pour montrer que c'est contraire, que c'est pas la même chose. Et donc, on voit surtout que le personnel en fait, qui va effectuer les fouilles, très souvent, a un manque de connaissances profondes sur les questions d'identité de genre, sur la transidentité, manque de formation aussi, c'est quelque chose à quoi on va revenir. La formation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je crois, pour faire avancer les choses. Mais aussi, il y a du personnel qui est parfois bienveillant, mais c'est extrêmement maladroit dans ses propos, ce qui peut aussi être très très blessant dans l'expérience des personnes trans. Et donc, comment est-ce que les fouilles vont se passer ? Eh bien, il y a des solutions moitié-moitié, ça a encore été rapporté dans les littératures, mais ça arrivait en Belgique aussi, où une personne qui, par exemple, avait encore de la poitrine va être au-dessus de la ceinture fouillée par une femme, et s'il dispose encore d'un appareil génital plutôt masculin, eh bien, va être fouillée en dessous de la ceinture par un homme. Donc, cette confrontation au corps, c'est bien sûr, c'est très problématique et ça peut être expérimenté de façon extrêmement dénigrante pour la personne. Ça peut être vu de façon assez sexualisante aussi, parce que voilà, il y a certains commentaires qui peuvent être faits qui sont quand même qu'on ne ferait pas à une autre personne détenue, mais qu'on se permet parfois de faire aux personnes transgenres. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans certains établissements, et c'est entre autres préconisé par les avis d'état de contrôle, c'est de faire une fouille d'après la préférence de la personne détenue. On va en fait demander à la personne détenue, est-ce que vous vous sentez plus confortable avec qu'un homme ou une femme fouille? On va aussi demander aux membres du personnel, parfois, pour éviter que ce soit une expérience négative de part et d'autre. C'est quand même une pratique qui arrive aussi. En tout cas, dans certains établissements pénitentiaires, c'est la pratique qui est préconisée. Et dans la littérature, on va voir que les fouilles, et ça c'est une discussion à ouvrir, peut-être pour un café tout à l'heure, mais on pourrait dire que les fouilles, en fait,
est-ce que c'est une forme de stratégie de discipline, hein, en termes de Michel Foucault, pour en fait discipliner les gens qui ne rentrent pas dans la binarité de genre qu'on connaît dans la société, hein. Les régimes de prison sont tout à fait genrés, et les fouilles sont en fait une confrontation corporelle à cette binarité de genre en permanence. On voit aussi que c'est non seulement les valeurs cis-normatives, mais aussi hétéronormées qu'on va voir, parce qu'on va avoir des commentaires de détenus qui vont par exemple dire « Ah oui, mais moi je me sens mal à l'aise quand je suis fouillée par quelqu'un du même sexe, mais qui est homosexuel. Voilà, j'ai l'impression de me sentir battée, par exemple. » C'est une expression que les personnes vont utiliser. Mais donc cette confrontation au corps va encore renforcer en fait l'expression de ces valeurs hétéronormées et cis-normées qu'on va voir en prison. Et donc voilà, il y a entre autres Karl Drucker qui a formulé que les fouilles pourraient être vues comme un instrument pour discipliner les personnes en fait qui ne conforment pas aux normes traditionnelles en termes d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Et là bien sûr, il y a Michel Foucault qui revient, il n'y a rien à faire quand on parle de prison, ce monsieur revient quand même très régulièrement. Bien, matière à réfléchir, hein. Serait-ce une option, on en a parlé aussi, ça a aussi été évoqué lors de l'interview avec le membre de la direction qu'on a entendu tout à l'heure. Serait-ce une solution de créer un établissement séparé pour les personnes transgenres? Bon, la question n'est pas nouvelle, hein. On voit que ça se passe non seulement en Fleury-Mérogis, mais aussi en Italie, en Angleterre, ça a été fait au Brésil aussi. Mais là, les recherches montrent très souvent qu'en fait, ça peut mener à plus d'isolation et de stigmatisation encore des personnes trans. Parce que non seulement, il faut s'imaginer, pour avoir accès à un tel établissement, mais ça peut faire un outing forcé encore une fois, hein. Il faut en fait prouver sa transidentité pour avoir accès à un établissement pénitentiaire, on ne serait pas discriminé dû à son identité de genre. Ça peut être vu comme étant assez problématique. Et puis, on sait alors que toutes les personnes dans cet établissement, forcément, sont trans ou appartiennent à une identité de genre tel quel. Donc, plusieurs auteurs peuvent argumenter qu'à ce moment-là, on peut en fait infliger une double punition aux personnes trans. Bref, je ne sais pas si c'est en tout cas la bonne option à suivre. Et puis, est-ce qu'il y a du changement en vue? Je crois que ça a été élaboré par plusieurs personnes aujourd'hui aussi. Le fait qu'on réfléchit tellement à ce sujet, eh bien, ces réflexions, des questions sociétales qu'on se pose aussi. Hein. La prison, bien que les murs sont hauts, vont refléter en fait des questions qu'on se pose dans la société aussi en général. Tom a aussi parlé du projet Beyond Binary Parts. Ça montre quand même qu'il y a un certain intérêt qui est porté à cette question. Pour rappel, c'est un projet qui va établir un toolkit d'information pour les personnes trans, mais aussi un toolkit de formation pour le personnel. Et on remarque que cet intérêt croissant, eh bien, c'est non seulement dans le monde académique, mais on l'a vu, hein, dans le monde associatif avec Intelligence Plurielle, le Transgenering Focus dont on a déjà parlé aussi, qui est en fait un centre d'information qui se dit neutre, relié à l'université de Gand, l'hôpital universitaire de Gand, et puis d'autres intervenants externes tels que le Kellner Salon, qui ont par exemple organisé un groupe de parole qui s'appelle TROTS, hein, à la prison de Bruges, TROTS qui voulait dire fier. Et donc il y a un groupe de parole ouvert à toutes les personnes LGBTQ qui peuvent en fait participer, où il n'y a aucune surveillance du personnel pénitentiaire, c'est juste un intervenant externe et les personnes qui souhaitent y participer. Et puis on l'a vu, la question se pose quand même, hein, au niveau de l'administration pénitentiaire. On a parlé des recommandations, on a parlé de l'intégration possible de ça en tout cas dans le module diversité pour les accompagnateurs de détention et dans la formation du personnel. Maintenant, on ne sait pas jusqu'à quel point de détail ça pourrait aller, parce qu'une journée de diversité, forcément, je crois que si on veut aborder tous les points de diversité qu'il y a, il faudrait bien plus qu'une journée. Mais voilà, la formation du personnel, c'est quand même vraiment essentiel. Donc, conclusion, eh bien, je crois qu'en étudiant, en fait, ou en recherchant en tout cas, ou se posant la question sur la prise en charge des personnes transgenres, eh bien, ça mettrait clairement en évidence l'organisation extrêmement hétéronormée et binaire des établissements pénitentiaires qui donc ne correspondent clairement pas à la réalité et au vécu des personnes trans, non-binaires et appartenant aux diversités d'identité de genre, et qu'en fait la binarité de genre qui existe en société et dans le schéma français sont constamment reproduits en prison par des pratiques très binaires et hétéronormées en permanence. On en a parlé aussi. Le fait de s'intéresser à une minorité, à un groupe vulnérable, et bien en fait c'est travailler et réfléchir pour la collectivité aussi. Hein. La transidentité, c'est un facteur, mais il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rendre les personnes détenues plus vulnérables. Mais n'oublions pas aussi qu'en fait, toutes les personnes détenues sont vulnérables jusqu'à un certain point. Hein, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité institutionnelle. Mais du fait qu'elles dépendent en fait entièrement d'une institution pour tous les aspects de leur vie, et que pour la plupart des choses, eh bien, dépendent de la volonté, de la bienveillance, mais aussi de la formation et de la sensibilisation du personnel, je crois que ces questions sont importantes à poser, même si en effet, ce n'est pas une priorité, on en a déjà parlé, que les minorités sont souvent impensées ou gérées, mais donc j'encourage certainement encore ce genre de journée d'échange et de discussion, et j'espère que